parce que tu m'as déstabilisé. Je suis désolé. Non, parce que surtout qu'on attend, qu'on entend un peu. Donc en fait, on va reprendre ça. Je te regardais au niveau Non, de non, temps. c'est bon, on Alors. va continuer, mais après il va... Voyons voir, ça c'est quoi? Bah voilà, c'est là Oh, où quand même. on venir. Donc je pense que Non, c'est quelque bien, part ouais, ici. ça je repère. Pas de soucis. Ok, parfait. Je pense que le cinéma, je ne l'ai pas choisi, c'est quelque chose qui m'est imposé inconsciemment et instinctivement dans la vie. Je n'ai pas choisi le cinéma, c'est le cinéma qui m'a choisi quelque part par rapport à mon vécu, au passé, et surtout au pays dans lequel j'ai grandi, c'est-à-dire le Liban. Le cinéma, pour moi, c'était une fuite et un moyen d'expression, quelque chose de très concret dans lequel je pouvais dire des choses, mettre mes idées et essayer de voir un peu plus clair l'obscurité de la réalité. Les événements que j'ai vécus pendant mon enfance, la guerre, le fait que j'avais une enfance, une adolescence en marche par rapport aux autres. L'envie est venue très jeune de voir des films, de ne pas parce que j'aimais pas l'école et tout le système qu'on m'imposait là-bas. Donc voilà, voir un film, c'était vraiment quelque chose de très important. On voit des bombes, on les entend, donc voilà, c'est finalement la guerre qui m'a donné envie de faire des films au final. Et très concret parce que ça agit aussi par le corps, il y a une théâtralité dans le cinéma. Et vu que j'étais un enfant solitaire, différent des autres, je jouais beaucoup tout seul, surtout dans les abris quand on se cachait des bombes. Et donc du coup je m'exprimais, mais là du coup c'est le côté théâtral. Mais par contre mon imaginaire, dans ma tête c'était un espace-temps cinématographique, il y avait du montage, il y avait des espaces très ouverts plutôt que cadrés dans la limite théâtrale. Donc j'écrivais. Je ne savais pas qu'on appelait ça plan à l'époque, ou cadre. J'appelais ça vue enfin scène, enfin, l'héritage théâtral. Mais j'écrivais beaucoup, j'avais une écriture déjà cinématographique dans les images, les sons, la description du comportement, des gestes. Voilà, j'enregistrais ma voix. Donc il y avait ces éléments-là. Et si on regroupe tout ça, ça fait du cinéma. Donc c'est pas quelque chose que j'ai choisi volontairement par attirance cinéphilique, cinématographique. C'est quelque chose qui est venu naturellement dans ma vie. Et je ne sais pas faire autre chose. Mais oui, je dis des choses. Je dis des choses, des fois d'une manière claire, des fois d'une manière un peu plus hermétique. Ça dépend de mon humeur, ça dépend à qui je m'adresse. Et ça dépend de la nature même du film. J'étais intéressé tout d'abord par le dispositif du cinéma, c'est-à-dire faire un film, faire des films, réaliser. Et après, la rencontre avec les films, les cinéastes qui m'ont intéressé, qui m'ont influencé, qui continuent à me donner des choses. Je m'identifie des fois dans quelques films que je regarde. Les 2-3 vraiment cinéastes qui ont bouleversé mon parcours et qui me donnent des choses qui continuent et je pense qu'ils continueront. C'est Buñuel, c'est Pasolini, c'est sans doute Fassbinder. Donc des fois ça arrive, cette coïncidence, la rencontre avec d'autres auteurs, cinéastes, par les idées. Donc c'est ça le lien qui était plus fort avec les 3 cinéastes que je viens de citer. Après, niveau mise en scène, je pense que j'essaye de trouver ma singularité, ma façon de faire à moi. Voilà. À 20 ans, j'ai fait mon premier film, 20 minutes. Déjà, j'étais dans les longueurs, donc ça prouvait beaucoup de choses, parce que finalement, la forme, dans la mise en scène, je parle, dans le style, je me trouve plus dans les formes longues et dans les plans plutôt longs que courts. Donc c'était déjà ça disait beaucoup de choses, ce premier film en 2001. Et par la suite une série de films expérimentaux. Je suis passé par ce qu'on appelle le collage, en faisant des films de montage, de recyclage, influencés par le situationnisme, les idées d'avant-garde des années 50, contestataires. Et après j'ai pris conscience que l'avant-garde, l'expérimental, c'était pas
la forme la plus concrète, la plus efficace, la plus forte de protestation. Donc, et là, du coup, la rencontre avec Pasolini, Fassbinder, voilà, prendre une autre forme d'un certain cinéma politique, mais qui ne passe pas par l'engagement militant ou des discours, des slogans du cinéma d'avant-garde. Et surtout, c'est un éloignement aussi par rapport au style. C'est-à-dire, je trouve que si on fait beaucoup d'effets dans un film, ça devient un peu comme un jeu, comme un objet ludique, ça éloigne un peu du fond et de l'éthique, du regard. Et donc ça donne plutôt des films vides et un peu comme ça, farfelus, quoi, un peu vide de sens. C'est le problème que j'ai eu après avec l'expérimental, la conscience. Du coup, j'ai changé un peu de façon de faire, toujours en gardant toujours le même fond, voilà, cette recherche de l'enfance perdue peut-être. D'une manière générale, le surréalisme, c'était une date pour moi en littérature, notamment quand j'ai lu le manifeste, ou les deux manifestes, c'était vraiment une date. Rimbaud, enfin, la poésie de Artaud, le théâtre de la cruauté d'une manière générale. Ouais, voilà. L'absurdité aussi, Beckett, les pièces de Beckett étaient quelque chose pour moi. Ouais. Le voyage au bout de la nuit de Céline, c'est un livre fondateur aussi. Voilà. Je suis autodidacte, même en cinéma. C'est-à-dire, même si j'ai fait des études de cinéma, c'était plutôt dans la technique et dans la réalisation. J'ai pas fait une école. Je ne voulais pas, parce que en général, dans les écoles, les professeurs sont très conservateurs. Ils t'obligent la façon de faire, parce qu'ils forment des professionnels, et ça je détestais. Donc je voulais absolument pas faire une école professionnelle. Et finalement, les études à l'université, c'était pour la culture, l'histoire, l'analyse des films, avoir une sensibilité, un regard sur le cinéma. Mais j'étais autodidacte en apprenant moi-même à faire des films. Dans les écoles, on la formate un peu, voilà comment il faut faire, la mise en scène. Ça, je ne voulais pas, je voulais éviter ça, pour être plus libre et plus indépendant dans mon parcours. Et j'ai appris en faisant des films. Tout d'abord, à 20 ans, j'ai réalisé mon premier film en achetant une caméra Super 8 dans les ventes aux enchères. Et après, j'ai adhéré à l'ETNA, c'est une association de cinéma à Paris, un atelier expérimental où j'exerçais la pratique, je faisais des films en 16 mm avec la caméra Bolex. Je tournais, je montais, et de plus en plus des films en vidéo parce que ça ne coûte pas cher. On peut faire des films plus longs. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend, on n'a pas besoin de faire des écoles. Hein. Donc je prenais la caméra, je descendais dans la rue, et donc du coup j'ai fait des documentaires. Et ensuite de plus en plus je travaille avec des acteurs, donc des fictions. Avec des scénarios très légers, toujours la même démarche, des films avec une équipe très réduite, budget simple, avec les moyens de bord. Et ça a donné ces 20 films. Voilà. Je ne suis pas un acteur dans le sens professionnel du terme, mais le fait de mettre mon corps dans les films, c'est quelque part un engagement, parce que je fais un cinéma très personnel, subjectif et radical. Et donc, quelque part, mettant mon corps, c'est une implication, au-delà de la vision, de la mise en scène. Voilà, c'est aussi une implication dans le contenu de ce que je fais. Je ne joue pas tout le temps, des fois je suis moi-même. Par exemple dans Beyrouth Kamikaze, j'ai pas joué, j'étais vraiment moi-même face à la caméra en train de protester et de gueuler. Dans Too Much Love Will Kill You, j'ai joué un personnage ambigu, très complexe, qui est à la fois fasciste et nihiliste, parce qu'il a quand même une certaine révolte en lui, et c'est un personnage complètement odieux, insupportable et brutal, mais
j'ai mis beaucoup de choses de l'archétype de l'homme libanais. Too Much Love Will Kill You, c'est un long métrage franco-libanais, dans le sens où il commence à Paris et il y a un voyage, il y a un parcours, on suit une trajectoire d'une jeune femme russe jouée par une jeune actrice russe, Marina Kitaeva. C'est un mélange à la fois d'acteurs débutants, non professionnels, et des non-acteurs, des gens de la vie, de mon entourage, des acteurs de la rue, de mes voisins, ma famille, voilà. Et je propose des visions, des points de vue sur la société libanaise actuelle, de l'après-guerre, qui est pour moi la continuité de la guerre, hein, parce qu'on voit vraiment les mêmes choses du passé sont toujours là, les mêmes structures, les mêmes hommes politiques, sinon leurs fils ou leurs cousins. Donc voilà, les structures du passé, de la guerre, pour moi sont identiques actuellement. Il y a toujours la haine, la tension confessionnelle et un danger encore plus que la guerre a donné, peut-être encore plus grave que les bombes dans le quotidien, c'est la consommation. Et la société, donc du coup, devient complètement hypocrite et artificielle. L'équipe technique, ce sont des amis, une équipe qui me suivent et qui me soutiennent depuis un moment, depuis que j'ai commencé à faire des fictions. C'est une équipe réduite, avec quelques personnes essentielles, et qui peuvent changer beaucoup de rôles, c'est-à-dire l'assistant réalisateur peut être aussi le cadreur des fois, il peut aussi être le preneur du son, l'ingénieur du son peut être aussi des fois l'éclairagiste ou le machiniste, le monteur peut être le directeur de production, voilà, donc c'est une équipe réduite, des gens qui sont un peu partout, très fidèles à mon parcours, et il y a une entente, c'est-à-dire, voilà, c'est des gens avec qui j'ai travaillé comme une troupe quelque part. J'ai travaillé avec eux depuis un moment. Donc du coup, on se comprend du regard, de quelques signes, on n'a pas besoin de trop bavarder. Parce qu'on n'a pas le temps. Mes tournages sont réalisés avec un temps très, très limité. Par exemple, l'année dernière, j'ai réalisé un film, un long métrage, en 4 jours. Donc c'est très serré. Même un moyen métrage de 40 minutes en 2 jours, en un week-end. Too Much Love Will Kill You, ça a pris avec l'équipe 2 semaines de tournage. Et quand ils sont partis, parce qu'on a voyagé de la France jusqu'au Liban, quand ils sont partis, je suis resté et j'ai continué à faire quelques bribes, quelques plans. Ça a pris 1 semaine de plus. Donc en tout, le tournage 3 semaines, mais avec l'équipe 2 semaines. Donc c'est quand même assez serré pour un 1h47. Mais je suis quelqu'un de très spontané, c'est la première prise qui compte pour moi. On fait très peu de répétitions, sinon pas du tout avec les acteurs. Et du coup, le travail est très rapide et on enchaîne, prise par prise, plan par plan, jour par jour. On n'a pas besoin de trop répéter, sinon on devient un peu robotique. Donc c'est la spontanéité qui compte pour moi. On trouve toujours des choses nouvelles. Le travail de mise en scène, enfin la démarche de réalisation, consiste à alterner improvisation et des choses déjà pensées à l'avance. Un travail donc mental, des désirs de plan que j'ai depuis des mois, et des choses que je peux trouver sur le moment, des aléas, des accidents de tournage, du hasard. Je suis très ouvert aux chances, aux quelques coups de grâce qui arrivent pendant la prise de vue. Et donc voilà, mais c'est un travail très rapide. C'est pas la perfection technique qui m'intéresse, c'est toucher quelque chose de plus profond, que ce soit dans un simple geste de l'acteur ou d'un regard, ça peut être un ton, un son, un mouvement de caméra. Donc voilà, c'est dans le détail que les choses se font. Voilà. Dans une production, dans un tournage standard, dit professionnel d'un long métrage, on met peut-être 20 minutes pour préparer un plan qui doit être tourné pendant 40 minutes avec 10 à 15 prises, je ne sais pas. Donc moi je suis pas, voilà, je ne suis pas dans cette logique de production ou dans cette façon de faire. On n'est pas obligé on n'est pas là pour remplir des heures, hein, et prouver à la société qu'on est des travailleurs et faire des. Donc c'est pas la quantité qui compte.
Si je trouve que la prise est bonne, le plan est bon dès la première prise, je cautionne et je valide. Si je trouve qu'il faut continuer, on continue jusqu'à obtenir l'essentiel, un coup de grâce, cette force. Là, voilà, si je ne suis pas satisfait, j'arrête pas. Je coupe après avoir montré l'essentiel. C'est une phrase d'ailleurs d'un grand cinéaste italien, Rossellini. Et je trouve qu'il a tout à fait raison, que ce soit dans le tournage ou dans le montage. On coupe après avoir trouvé l'essentiel. Et si l'essentiel je l'ai dès la première minute, pourquoi faire 20 minutes? Si je l'ai à la 15e minute, je continue jusqu'à la 15e minute. Mais il y a toujours cette alternance entre des plans construits à l'avance, comme tu dis, un travail des fois très minutieux sur la lumière ou le cadrage, très tangentiel, très précis, très sélectif, ou un mouvement de caméra dans une certaine peut-être fluidité ou bien fait, et des fois accidentel sur la captation. Je privilégie plutôt le jeu de l'acteur à la technique du cadrage et de la lumière et du son. Donc si je vois entre, par exemple, même si j'ai 2 prises et au montage qu'il faut sélectionner, si je vois que il y a un petit défaut technique, mais l'acteur est bon, je prends celle-là plutôt. Je sélectionne cette prise-là. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire si je vois qu'il y a une faiblesse dans le jeu d'acteur ou dans la mise en scène, mais la technique est parfaite, ça me dérange quand même. Donc c'est l'acteur qui prend la première position dans mon cinéma, quand il y a une mise en scène, quand il y a dans les fictions, je parle. Je suis passé par un cinéma très rapide où le photogramme comptait. Je faisais un montage très court, haché, frénétique. Mais au fil du temps, j'ai remarqué que la forme qui m'intéresse le plus et qui reste la plus adéquate, selon moi, pour exprimer mes idées d'une façon claire et directe, c'est quand on est long, quand on prend le temps et quand on est plutôt dans la fixité. En tout cas, dans mes films, il y a un monde que je dépeins qui n'est sans harmonie, qui est en tension, qui vit dans des relations ambiguës. Dans Too Much Love Will Kill You, le choix d'être dans des plans longs, plutôt fixes, parce que pour moi c'est une situation, et c'est même le sujet du film, très chaotique toujours, instable, mais voilà, mise en tension, en attente de quelque chose, d'où le cinéma de l'empêchement, les choses ne sont pas abouties, il y a beaucoup de frustration dans le contenu, entre les personnages, que ce soit sexuellement ou politiquement. Donc du coup, la mise en scène, elle est très évocatrice, ça passe par beaucoup de suggestions, un rapport au hors-champ sonore, au décadrage sélectif. Donc voilà, on est dans un cinéma de l'attente, de l'inaboutissement. C'est pour cela aussi les personnages passent le temps, souvent en attendant quelque chose, mais il ne se passe rien. Mais en même temps, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est cette dialectique-là que je voulais exprimer, que je voulais montrer, d'où les plans fixes de l'attente, des figures qui se posent devant la caméra et qui passent le temps, parce qu'on est... c'est un film, par le biais de la transgression, critique radicalement la société libanaise actuelle de l'après-guerre, mais qui utilise une mise en scène suggestive. Too Much Love Will Kill You, il est radical, mais il peut être vu par un public large, non averti, et pas forcément connaisseur du contexte libanais ou de son historique. Le garçon barbu en tout cas joué par mon cousin, et qui travaille chez le boss, et qui lui dit ce fils de pute, ce voleur me fait chier. Et l'autre, le boss lui répond, mais il ne coûte rien s'il n'a pas la même confession que toi, tu peux le tuer, il ne vaut rien, il ne coûte rien. Là, on voit déjà la différence. En fait, en vérité, le film était fait aussi pour ces 2 phrases. Quand je dis, en tout cas le personnage dit « je vais me promener parmi les tombes et pisser sur tous les martyrs », ou quand la femme russe embrasse le boss et lui dit « tu es répugnante, casse-toi », ton odeur est pire que celle du Liban. Là, ce sont des critiques fondamentales de la base du Liban. C'est-à-dire, on touche à l'odeur, on touche au corps, on touche même
à la base idéologique du pays, c'est-à-dire le culte des martyrs. C'est une attaque frontale. Alors, comment on va la réceptionner, la recevoir, on verra. Il me semble essentiel aujourd'hui de le dire. Dans Tomáš Valkyliu, ou même dans les autres films, je suis toujours provoquant et jamais complaisant. Mais je ne parle pas de la provocation gratuite ou de mettre des images choc pour violenter comme ça gratuitement le spectateur. Je parle d'une autre provocation qui est plus profonde, éthique, et qu'il s'agit de bouleverser la conscience du spectateur et peut-être l'amener à mieux réfléchir sur ce qu'il est, son entourage, la société d'où il vient, quoi. Un film aussi, je pense qu'il peut être il peut vivre longtemps. Bon, moins qu'un livre. Je pense que la littérature est encore plus importante que le cinéma. Mais il peut rester quelques années. Donc, si sur le moment la réaction est brutale, je suis convaincu que dans quelques années, la réception sera différente. Je ne parle pas juste de Tomáš Valkyliu, mais de la démarche, en tout cas, quand on fait un cinéma qui peut être violent pour le spectateur. Voilà. Mais c'est jamais la provocation gratuite, choquer pour choquer, c'est pas ça. Sinon j'aurais fait autre chose. Dans Tomáš Valkyliu, à un moment donné, il y a une confusion entre le rêve et la réalité. On voit le rêve du boss, le personnage fasciste et nihiliste que je joue, quand le plan du pneu brûlé sur la neige, ou un militaire, ou je ne sais pas quoi, en tout cas, il y a quelqu'un qui égorge des cadavres. C'est un plan de rêve dans l'histoire même du film. Voilà, donc même si ce sont des plans d'hallucination, ça vient d'un traumatisme profond de la réalité. Donc ce personnage, il y a des choses de moi, il y a des choses que j'ai pris de la vie, du comportement humain cru des Libanais. Et que je voulais mettre, c'est pour cela, ce personnage est ambigu, comme je t'ai dit tout à l'heure, il est fasciste, mais aussi il a une révolte quelque part. Il refuse le monde, il refuse la société, il rejette, mais aussi il a une haine que les Libanais ont dans leur quotidien, et je sais que ça dérange, mais il faut le dire. Mais le film parle surtout du Liban, du comportement humain cruel qu'on peut avoir, du rapport avec l'argent, de façon malsaine, de la consommation qui habite l'homme, qui contamine complètement son esprit, et surtout le rapport fantomatique avec la guerre, qui est toujours là dans les esprits, et qui menace dans le quotidien. C'est là où je trouve hypocrite cette façon d'imposer l'idéologie optimiste dominante. Voilà, donc pour l'instant je la transgresse, et la plupart des films, soit ça se termine par un cadavre d'un animal, ou le suicide d'un être humain. En tout cas, malgré ça, je vais utiliser une phrase de Pasolini justement, c'est une vitalité désespérée. Donc il y a un désespoir, certes, parce que ça reflète mon regard actuel. Peut-être dans 30 ans je vais changer d'avis, mais pour l'instant c'est le cas. Mais dans ce désespoir-là, très réaliste, il y a quand même une vie. C'est la contradiction, c'est la vitalité désespérée. Donc dans le désespoir, il y a une vie, et après ça, peut-être, on peut changer les choses. Donc finalement, je suis pas forcément pessimiste. Il y a un désespoir que je dépeins dans les films, oui, mais pas pessimiste. Voilà, donc voilà, c'est ça ce que je voulais contester, cette idéologie optimiste imposée par la production pour faire marcher commercialement le film. Voilà ce que je contestais. Donc du coup, Christophe Carabache faisant un film où tout se passe bien, ça n'arrivera pas. Il faut que le monde se passe bien. Oui. Et à ce dans ce cas, je ferai des films. Oui, bien sûr. Je pense que la réalité m'inspire toujours. Si je vois que je vis bien dans une société qui me rend bien, qui me rend heureux, je ferai des films comme ça. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Je fais des films très sincères qui reflètent mon attitude, mon comportement et le comportement de mon entourage, de ce que je ressens de cette vie, de la société. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord. Mais je suis un bon vivant. J'aime la vie.